Olivier Riffon, qui est professionnel de recherche à la chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi, chargé de cours à l'UQAC, consultant indépendant, formateur et conférencier. Candidat au doctorat en développement régional à l'UQAC, il possède une formation d'ingénieur géologue et détenteur d'une maîtrise en sciences appliquées et en éco-conseiller et est un éco-conseiller diplômé. Il est spécialiste des outils d'application et d'analyse du développement durable, du développement territorial durable, de l'éducation relative au développement durable et de l'intégration des méthodes participative au processus d'application du développement durable. Merci Olivier d'être là. Et notre deuxième panéliste est directeur général de la ville de Victoriaville, urbaniste et détenteur d'une maîtrise en administration publique. Martin Lessard a également été directeur général des MRC des Sources et d'Arthabasca. Avant d'entreprendre sa carrière dans le secteur municipal, M. Lessard a dirigé sa propre entreprise de consultant pendant 6 ans, où il s'est plus particulièrement spécialisé dans le développement économique. Il agit actuellement comme trésorier du réseau international des villes Vertex City, est membre du conseil d'administration de l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec et collabore comme professionnel avec l'École nationale d'administration publique. Ensuite, on a M. Denis Lapointe, qui est maire de Salaberry-Valleyfield depuis 1995. Siégeant au conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec, il préside la commission de l'environnement de cet organisme. Il est président du Réseau québécois des villes et villages en santé, un très bel organisme depuis 2005, ça c'est mon commentaire éditorial, et du conseil d'administration du Centre local de développement depuis 2008. M. Lapointe siège comme membre du conseil d'administration de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, dont il a été président en 2010. Détenteur d'un diplôme d'ingénieur industriel et d'une maîtrise en ingénierie de l'environnement, il a œuvré en génie conseil pendant 15 ans dans sa propre entreprise. Alors, vous voyez toute l'expertise qu'on a. Et le dernier, non le moindre, spécialiste en développement local à la SADC des Sources depuis 19 ans, Daniel Pitre est directeur au développement des collectivités dans ce même organisme. Détenteur d'un diplôme de 2e cycle en développement économique communautaire, il aborde le développement sous l'angle de la participation citoyenne afin que du renforcement organisationnel et collectif. M. Pitre est l'un des responsables de la formation au réseau des SADC du Québec et est également membre du comité de développement durable volet collectivité auprès de ce même réseau. Il est responsable de la coordination de l'agenda 21 sur le territoire des sources. Donc, chacun va faire sa présentation en suivant les indications de notre minuteuse. Et puis, ensuite de ça, on va avoir une belle période d'échange et de questions. Alors, merci beaucoup à vous tous d'être là. Merci Laure, merci messieurs les prochains conférenciers, merci aux organisateurs de m'avoir invité à venir vous parler aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'être là. On a un bloc de 4 présentations. Les 3 personnes qui vont me suivre sont vraiment des gens de terrain. Moi, on m'a donné le mandat de mettre la table puis de vous mettre un petit peu de théorie pour peut-être vous donner des repères pour bien comprendre ce qui va venir ensuite. J'espère que vous avez pris votre café à la pause parce que on va parler un peu sérieux. Ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est peut-être vous situer au niveau de 4 éléments. La première chose, vous expliquer un peu comment on en est venu à utiliser le développement durable au niveau local, concept qui a été développé à l'international au début, donc un peu la petite histoire là, du développement territorial durable. Ensuite de ça, je vais vous mettre en contexte un peu l'état des lieux des municipalités de développement durable au Québec. Je vais vous parler des démarches intégrées, au-delà des différents instruments et outils qui existent. Je vais expliquer un peu c'est quoi une démarche intégrée de développement durable, puis je vais vous donner quelques repères pour vous situer dans les nombreux outils de mise en œuvre du développement durable qui existent. Donc ça, c'est mon objectif ce matin. Donc, première des choses, on a vu hier, on a expliqué que le développement durable, c'est un concept qui, pour la première fois, a été nommé en 1972 à Stockholm. Ça fait déjà plus de 40 ans que ça existe. Après ça, on a défini le concept un peu mieux avec Brundtland, avec Rio, on en a élaboré les différents principes. Il faut savoir que pendant les 20 premières années d'existence du concept, c'était vraiment au niveau international que ces discussions-là avaient lieu avec des scientifiques, des chefs de gouvernement. Il a fallu attendre Rio en 1992 pour qu'on s'intéresse à l'application locale du développement durable. À Rio, on a adopté l'Agenda 21, qui était l'agenda du 21e siècle international pour le développement durable. Et le chapitre 28 de l'Agenda 21 dit que les collectivités locales devraient, elles aussi,
mettre en place des plans d'action locaux, les agendas 21 locaux. Donc, c'est la première fois où, dans un texte international, on fait référence aux collectivités. L'appel a été entendu. Après ça, les municipalités ont commencé à mettre en œuvre des démarches locales. En 2002, il y avait déjà plus de 6 000 collectivités au monde qui avaient commencé. Quand un mouvement comme ça prend de l'ampleur, les scientifiques, c'est sûr, se mettent le nez là-dedans, puis ils analysent un peu ce qui se passe. Puis ce qu'on a observé, en fait, c'était que l'échelon local, c'était vraiment un lieu pertinent pour appliquer le développement durable. Pour quelles raisons c'est pertinent pour les localités, les collectivités locales d'appliquer le développement durable? Déjà, c'est cohérent avec la mission des administrations municipales ou des administrations locales. Si je vous pose la question, c'est quoi la mission d'une administration locale? Les éléments qui vont sortir sont des éléments qui touchent les dimensions sociales, économiques, écologiques, culturelles, de gouvernance du développement durable. Assurer l'intégrité du territoire, fournir des services qui répondent à des besoins de base pour les citoyens, assurer une qualité de vie, assurer un dynamisme économique. Donc, il y a vraiment une cohérence entre le concept du développement durable et la mission des administrations locales. L'autre chose qu'on a remarqué, c'est qu'à petite échelle, au niveau local, c'est assez facile de cibler les enjeux prioritaires. À l'échelle du pays, c'est compliqué un peu. Il y a plusieurs enjeux dépendamment des personnes à qui on parle, mais au niveau local, souvent, on a des enjeux assez spécifiques, assez précis, qu'on est plus facilement capable d'identifier. Les acteurs, les responsabilités, on les connaît plus au niveau local. On connaît les dynamiques d'acteurs. On sait qui travaille bien avec qui. On sait qui n'est pas capable de voir l'autre en peinture. On connaît ces dynamiques-là au niveau local. Ce que ça fait, c'est que les actions au niveau local de développement durable sont souvent plus faciles à identifier, à mettre en œuvre puis à contrôler. Donc, c'est ce qui explique que plusieurs municipalités ont embarqué dans ce train-là du développement durable puis ont commencé à mettre en place des mesures. Au Québec, ça a pris un peu plus de temps qu'ailleurs. Ça a pris à peu près une quinzaine d'années après l'appel de Rio pour que les premières démarches municipales se mettent en place. En parallèle, au niveau du gouvernement québécois, on adoptait en 2006 la loi québécoise sur le développement durable pour encadrer les activités gouvernementales. Cette loi-là, je n'irai pas dans le détail dans la loi, mais je peux simplement vous dire qu'elle s'applique à l'administration gouvernementale du Québec, donc 150 ou 140 ministères, organismes, sociétés d'État. La loi ne s'applique pas aux municipalités. En 2006, quand la loi a été adoptée, il y avait 3 ou 4 municipalités, dont Baie-Saint-Paul, qui avaient des démarches. Donc, le gouvernement a décidé de ne pas l'appliquer aux 1200 administrations locales. Mais dans la loi, c'est prévu que par décret, ça pourrait éventuellement s'appliquer. Donc, il y a une fenêtre qui est ouverte. Éventuellement, les municipalités, l'administration locale pourrait être assujettie. Le fait que les municipalités ne soient pas assujetties à la loi, ça ne les a pas empêchés de bouger pour le développement durable. Donc, à l'échelle du Québec, il y a des centaines de municipalités, de MRC, de créés à l'époque, qui ont entrepris de façon volontaire soit des mesures concrètes de développement durable, soit des plans d'action ou soit des démarches plus complètes. Mais comme il n'y avait pas de ligne directrice, on n'avait pas dit aux municipalités quoi faire, bien, les municipalités ont été libres de choisir les instruments qu'ils voulaient mettre en œuvre, les approches qu'ils voulaient mettre en œuvre, ce qui explique aujourd'hui qu'au Québec, on a une variété d'expériences. Et ça, pour les chercheurs, c'est vraiment intéressant. Je fais une petite parenthèse à cette étape-ci de mon exposé pour vous dire, bon, ça fait 40 ans que le développement durable, c'est un concept dont on discute. C'est un concept qui a fait l'unanimité ou presque dans plusieurs milieux scientifiques, politiques, économiques, environnementaux, communautaires. Donc, plusieurs types d'acteurs dans plusieurs types de secteurs d'activité se sont appropriés ce concept-là. Mais il faut comprendre qu'en conséquence, ces gens-là n'ont pas la même vision de ce qu'est ou devrait être le développement durable. Donc, le développement durable, c'est vraiment un concept qui a plusieurs visages. Je vous l'apprends peut-être, mais si moi, vous et vous, on discutait de développement durable, on n'aurait pas la même idée en tête. On n'aurait pas la même conception du développement durable en tête. On dit que c'est un concept polysémique, qui a plusieurs sens, le développement durable, et c'est correct comme ça. Vous allez voir pourquoi. Donc, je ferme la parenthèse. On n'a pas ni les personnes, ni les municipalités la même vision du développement durable, et c'est chose correcte. Je vous disais que les municipalités n'ont pas attendu pour mettre en œuvre des démarches, même si la loi ne leur imposait pas. Le MAMRO, à l'époque, non plus, n'a pas attendu pour mettre des actions en place pour inciter les municipalités à aller de l'avant avec des démarches.
En 2009, quand le MAMRO a adopté son premier plan d'action de développement durable, il voulait de façon volontaire qu'à peu près 20 des administrations municipales entament des démarches de façon volontaire. Et ils ont mis plusieurs outils en œuvre. Ils ont créé des guides, ils ont créé des instruments de sensibilisation, ils ont créé la TACOM, la table d'accompagnement conseil des organismes municipaux, pour aller de l'avant. Donc, il y a eu un accompagnement des municipalités et en 2012, ils ont fait un grand sondage pour connaître un peu l'état des lieux. Donc, ils ont sondé les 1200 organismes municipaux. Ils ont refait le sondage en 2015, donc l'année passée, mais je préfère vous montrer les résultats de 2012. D'abord, d'un point de vue nostalgique, pour se rappeler qu'à l'époque, il y avait des CRE. 65 des CRE avaient des démarches de développement durable, donc à l'échelle territoriale. Puis aussi, petit commentaire éditorial, à l'époque, il y avait aussi région dans le nom du ministère, puis j'ai du mal à faire mon deuil de ça. Puis ils faisaient des beaux graphiques aussi à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on observe? En 2012, quand ils ont fait leur sondage, ils ont eu 800, pas loin de 800 répondants sur 1200 organismes municipaux. Et 38 de ces répondants-là disaient avoir entrepris de façon volontaire une démarche de développement durable. On voit que c'était surtout au niveau des CRE, bien, les communautés métropolitaines, les deux en avaient. 65 des CRE, 50 des MRC, 36 seulement des municipalités. Puis quand on regarde ici en fonction du nombre d'habitants, on voit que plus il y a de ressources dans une municipalité, plus elles étaient enclines, donc elles avaient les moyens financiers, techniques, humains de mettre en œuvre des démarches de développement durable. Donc ça, c'est un sondage qui a été fait, puis il y avait plusieurs questions qui accompagnaient cette question-là, avez-vous une démarche? Et ce que le ministère a observé à l'époque, c'est que les instruments qui étaient utilisés, comme je le mentionnais, étaient vraiment diversifiés. Les intentions aussi étaient diverses en arrière. Ce n'étaient pas les mêmes enjeux qui étaient soulevés, ce n'étaient pas les mêmes priorités qui allaient de l'avant. Le MAMRO, je vous rappelle, à l'époque, avait dit on veut que 20 des municipalités aient une démarche. 38 déjà disaient dans le sondage qu'il y en avait, mais ils se sont dit on ne peut pas juste se fier sur oui ou non, est-ce que vous en avez. Donc, ils ont dit on a besoin de balises pour définir qu'est-ce qu'une démarche intégrée de développement durable. Donc, le ministère, à l'époque, a proposé sa définition. Puis le bienfait, je regardais ça aller un peu à l'époque, ils ont consulté des scientifiques, ils ont consulté des acteurs terrain, ils ont consulté le politique aussi pour définir qu'est-ce que devait être une démarche de développement durable, puis ils sont arrivés avec quelque chose de très intelligent, qui réfère aux bonnes pratiques aussi qu'on observe sur le terrain. Donc, c'est quoi une démarche intégrée de développement durable? C'est un processus participatif. Processus dans le sens que ce n'est pas un projet concret qu'on réalise sur 6 mois, puis après, c'est fini. C'est un processus sur le long terme. Participatif, on fait intervenir les citoyens, les acteurs de la société civile, les acteurs territoriaux. Donc, c'est un processus participatif de planification et d'intervention. Planifier, ça veut dire réfléchir à ce qu'on veut faire, puis intervention, ça veut dire le faire. On ne fait pas juste un. On ne pense pas sans agir, puis on n'agit pas sans penser. On doit faire les deux dans une démarche intégrée. On veut concrétiser une vision sur le long terme, déplacer un cycle électoral, penser plus loin que les 4 prochaines années. Donc, on se projette sur 10, 15, 20, 40 ans dans les cas les plus ambitieux. Donc, concrétiser une vision à long terme de développement durable. Donc, on a précisé que ça prend du contenu dans minimalement 3 sphères, écologique, sociale et économique, du territoire et de la collectivité qui l'habite. Donc, ce n'est pas juste les enjeux de l'administration, c'est les enjeux du territoire et de la collectivité qui doivent être intégrés là-dedans. Donc, ça, c'est la définition du ministère des Affaires municipales. Et ils ont élaboré 9 critères, dont 3 sont obligatoires pour qu'une démarche soit considérée comme valable dans leur comptabilité, pour atteindre le 20 %. Dans ces critères-là, il y a que ça doit être porté par l'administration municipale. Donc, ce n'est pas un groupe citoyen qui porte la démarche, c'est la municipalité. Ça doit être écrit quelque part, de façon officielle, soit dans une résolution du Conseil, un plan d'action, une politique qui a été adoptée. Et la 3e démarche, ça prend du contenu au niveau environnemental, social et économique. Donc, une politique environnementale ne compte pas pour ces éléments-là. Et il y a d'autres critères, 6 autres qui sont facultatifs, qui touchent les enjeux locaux, la participation, les mécanismes de suivi, etc. Puis quand on appliquait ça, bien, sur les 300 municipalités qui avaient dit « oui, nous, on a une démarche », il en restait seulement 150 qui répondaient aux critères du MAMRO. Donc, il y avait une démarche un peu plus rigoureuse. Juste la parenthèse, en 2015, quand ils ont refait le sondage, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas plus de municipalités qui disaient avoir une démarche, mais parmi celles qui avaient une démarche, il y en avait beaucoup plus qui respectaient les critères. Donc, il y a une consolidation, en fait, des démarches en cours qui s'est observée dans ces 2 années-là.
Au-delà des critères, le ministère nous propose une façon de faire, des grandes étapes pour mettre en œuvre une démarche comme ça. Le graphique fait peur, c'est voulu, je vais vous rassurer, c'est plus simple que ça paraît. La démarche qui est proposée aux municipalités, c'est de commencer par un engagement, une prise de position publique. Nous voulons faire du développement durable et ensuite on structure notre démarche. Qui va s'en occuper dans la municipalité? Combien de temps on va prendre? Quels argents vont être mis à la disposition du groupe qui va faire ça? On s'engage, ensuite on mobilise les différents acteurs pour planifier nos actions. Pour planifier nos actions, on commence par faire le bilan de ce qu'on a déjà fait. C'est quoi l'état de la situation en matière de développement durable? On se crée une vision collective, ce que vous allez faire cet après-midi. On se projette dans le futur. Quand on sait d'où on part puis on sait où on veut aller, on réfléchit au chemin qu'on veut faire entre les deux. C'est quoi les grands chantiers qu'on a à mettre de l'avant? C'est quoi les objectifs prioritaires? C'est la stratégie qu'on va élaborer. Puis ensuite, on va mettre en œuvre des plans d'action. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qui le fait? Quand? Avec quels argents? Donc ça, c'est le plan d'action du développement durable qui arrive après une séance de réflexion collective assez importante. On fait ça de manière systémique, en essayant de tisser des ponts entre les différentes directions de la ville, les différents silos. C'est peut-être la particularité la plus importante du développement durable, c'est ces ponts qui sont créés entre les départements, entre les directions, entre les services. On en a parlé hier en partie. Une fois que ça c'est fait, bien, on met en œuvre le plan d'action. Donc, sur quelques années, 2, 3, 4 ans, dépendamment, on va mettre en œuvre le plan d'action en s'adaptant parce qu'on ne peut jamais tout prévoir. Ça, c'est un élément important. Ça prend une adaptabilité de ce plan d'action-là. Pour être sûr de bien s'adapter, bien, on fait du suivi, on fait des vérifications, on fait des mesures sur le terrain pour voir que nos actions donnent les résultats escomptés. Et on maintient le dialogue en faisant ça avec toutes nos parties prenantes qu'on a impliquées depuis le début. On fait de la reddition de comptes, donc on explique qu'est-ce qu'on atteint comme résultat, qu'est-ce qu'on n'atteint pas, et tout ça dans une perspective d'amélioration continue. Donc, on s'évalue constamment, est-ce que notre démarche donne ce qu'on veut, où il y a des blocages, où il y a des freins, des accélérateurs, tout ça. Et toute cette démarche-là, qui est cyclique, qu'on reprend une fois qu'on a fait le tour, ça amène vraiment l'amélioration continue. Donc, sur le long terme, on peut faire ça sur des années et des années. Baie-Saint-Paul, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont engagés. Ils ont déjà fait 2 tours de roue ici. Puis, il y a d'autres municipalités au Québec aussi qui sont dans leur 2e tour de roue. Puis tranquillement, ça amène un changement de culture dans les organisations municipales et dans les collectivités aussi. Bon, ça, c'est une proposition. Hein. Dans la réalité, on ne suit jamais ça by the book, excusez l'anglicisme. On va se promener là-dedans, on va adapter, on va sauter des étapes, on va aller plus vite sur d'autres. Mais c'est quand même une proposition issue des bonnes pratiques. Malgré ce contexte-là, la définition du MAMRO, les critères, tout ce qu'on propose ici, il reste qu'il y a encore plusieurs outils qui peuvent être utilisés par les municipalités. Baie-Saint-Paul a un agenda 21. Rivière-du-Loup utilise Natural Step. Gatineau font de la planification territoriale durable. Donc, il y a différents outils qui répondent à ces critères-là, qui suivent grosso modo la même structure de planification stratégique. Fait, comment on se retrouve là dans une municipalité qui veut se lancer dans le développement durable, quel outil va-t-elle choisir? Puis là, c'est rien, je vous parle des démarches, mais des outils d'application du développement durable à l'échelle territoriale, il y en a encore plus que ça. Liste partielle, ici, des outils qui peuvent être mobilisés par les municipalités pour mettre en œuvre du développement durable. Comment on s'y retrouve? C'est la dernière partie de mon exposé. Je vais vous donner des pistes pour essayer de vous retrouver dans ces différents outils-là, puis surtout vous aider, comme groupe qui veulent faire du développement durable, à choisir les outils les plus appropriés pour vous. Première chose à savoir, il existe plusieurs types d'outils, des outils qui ont des fonctions différentes. Les premiers outils dont je vais vous parler, c'est des outils de planification, d'orientation. Une politique de développement durable, ça vous oriente, ça donne votre horizon vers lequel vous voulez aller. Un plan d'action, ça définit vos priorités. Ce sont des outils d'orientation, de gestion, de planification. Ils servent à donner la direction, les directions prioritaires que vous allez suivre. Il existe ensuite des outils législatifs et réglementaires, des outils coercitifs qui vont obliger des acteurs sur votre territoire à mettre en place des actions. Ça peut passer par le plan d'aménagement, pas le plan d'aménagement, pardon, le plan d'urbanisme, ça peut passer par les règlements de zonage, de lotissement, ça peut passer par des règlements internes. Donc, il y a plusieurs options législatives qui peuvent imposer des comportements à des acteurs sur le territoire. Le troisième type d'outils dont je vais vous parler, ce sont les outils économiques, les outils fiscaux, l'écofiscalité, les congés de taxes pour la rénovation écologique ou les surtaxes pour le développement résidentiel à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, les parcomètres. Ce sont tous des outils
financiers, fiscaux, qui peuvent amener des changements de comportement. On pense aussi aux politiques d'achat responsables que certaines municipalités ont mises en place. Donc, on utilise des outils économiques pour faire avancer les enjeux du développement durable. Il y a tous les outils d'information, de sensibilisation, ce qu'on fait aujourd'hui, c'en est un, l'atelier de vision après-midi, c'en est un, tous les outils qui visent à mobiliser, faire échanger, faire apprendre les gens, les faire s'impliquer dans les démarches, ce sont des outils aussi pertinents. Et finalement, tous les outils de mesure, de suivi, d'évaluation qui permettent de voir si nos projets sont cohérents avec nos objectifs, qui permettent de voir si notre plan d'action suit le déroulement qu'on avait prévu. Fait qu'il y a différents types d'outils à utiliser au bon moment pour les bonnes raisons. Et ce que je veux que vous reteniez aussi, c'est que les démarches intégrées de développement durable vont mobiliser tous ces outils-là. Dans l'agenda 21 de Baie-Saint-Paul, tous ces outils-là sont mobilisés. M. Lapointe va nous parler de la démarche de Salaberry de Valleyfield. Ils vont solliciter plusieurs de ces outils-là dans les démarches aussi. Donc ça peut être une lunette intéressante pour analyser les différents outils avant de se lancer et de dire oui, on va prendre cet outil-là. Regardez quel type d'outils vous avez réellement besoin. Puis je vous propose peut-être une autre paire de lunettes à mettre pour comprendre c'est quoi la différence entre les différents outils qui existent. Je vous disais un peu plus tôt dans ma présentation qu'il existe différentes façons d'interpréter le concept du développement durable, mais sachez que chaque outil, au-delà des mécaniques, vous propose leur vision du développement durable, puis vous propose des approches puis des stratégies de mise en œuvre qui vont changer d'un outil à l'autre. Et ça, moi, ça a été mon terrain de jeu pour mon doctorat. Je suis allé dans plusieurs municipalités au Québec, dont Baie-Saint-Paul, dont Salaberry de Valleyfield, pour voir un peu les outils qu'ils utilisaient, surtout leurs différences au niveau de comment on comprend le concept du développement durable en arrière de ça. Là, je vais vous donner des pistes, c'est assez théorique, mais je pense que vous allez être capable de faire des liens avec ce qui existe, que vous connaissez déjà. Il existe déjà différentes façon de concevoir le développement durable. Si je vous dis le modèle à 3 sphères qu'on voit tout le temps, est-ce que vous vous reconnaissez vraiment dans ce modèle-là? Est-ce que les 3 sphères sont égales, puis le développement durable se situe en plein milieu? C'est un modèle qui a été utile, mais aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un éclatement des conceptions, un éclatement des modèles du développement durable. Quand on lit ce qui s'écrit sur l'agenda 21, ce qui est proposé dans les agendas 21 locaux, moi, le modèle, pour moi, il y a une 4e dimension qui entoure les 3 autres, qui est la dimension de la gouvernance participative. Donc oui, ces 3 dimensions-là sont importantes, mais c'est surtout la façon dont c'est géré de façon participative à l'échelle territoriale qui est importante. Je vais juste prendre un autre exemple à côté, Natural Step, une conception complètement différente du développement durable. Eux, ils ne diront pas que les 3 sphères sont égales du tout. Ils vont dire que la sphère la plus importante, c'est l'écologie. Et l'humain fait partie des systèmes écologiques. Donc, on est dépendant de ces systèmes-là. Si on fait des gaffes ici, l'humain et l'économie vont tomber. Donc, ça, c'est une façon de vous montrer qu'il existe différents modèles. Je n'irai pas plus loin, juste voir qu'il y a des conceptions différentes qui existent. Ces différentes conceptions-là vont orienter l'approche qu'on va utiliser pour mettre en œuvre le développement durable. Puis quand je parle d'approche, je réfère aux stratégies qu'on va mettre en œuvre, à la philosophie d'action qu'on va adopter, au type d'outils qu'on va adopter. Et là, j'ai observé 8 approches. Je n'irai pas dans le détail parce qu'il me reste déjà juste 3 minutes. Mais je vais juste vous montrer différentes approches qui existent. Il y a des approches économistes qui vont préférer utiliser les outils du marché. Je vous parlais d'éco-fiscalité tantôt, les mécanismes de marché du carbone, d'éco-taxes, tous ces éléments-là du marché servent à intégrer les enjeux sociaux et environnementaux. Il y a des gens qui vont privilégier cette voie-là, souvent dans l'entreprise, parfois dans les gouvernements. Un autre exemple, l'approche humaniste. L'approche humaniste mise sur les gens, sur les personnes qu'on va mobiliser, sensibiliser, informer, former pour faire du développement durable par ces gens-là. C'est une autre approche complètement. L'approche politique. L'approche politique, elle, préconise l'intégration dans les processus de décision d'outils d'aide à la décision pour le développement durable. Donc, des politiques, des grilles d'analyse, mais vraiment au niveau des processus décisionnels. C'est l'approche politique. L'approche technoscientifique, elle préconise le recours à des technologies, des innovations pour régler des problèmes. Fait que toutes les technologies vertes, tous ces éléments-là rentrent dans une approche technoscientifique du développement durable. Et finalement, la dernière qui mérite mention, l'approche éthique, elle, va miser sur l'identification de valeurs communes. Qu'est-ce qui nous unit comme collectivité, comme valeurs, et qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant dans nos comportements
de façon cohérente avec ces valeurs-là. Fait qu'il y a différentes approches, différentes façons de mettre en œuvre le développement durable. Et de façon très, très opérationnelle dans le day-to-day, comment on gère le développement durable, encore là, il y a beaucoup de possibilités d'action. Il y a des municipalités qui vont opter pour des approches plus descendantes. Donc, c'est les élus qui décident avec leur comité, puis ça descend dans l'administration jusqu'aux citoyens. Il y a des approches plus ascendantes. Donc, les citoyens vont se mobiliser, proposer des actions, se mobiliser, appuyés par le politique. Je vais en passer quelques-uns pour aller aux essentiels. Il y a des approches qui sont plus participatives, donc qui vont faire plus de place aux consultations, participation citoyenne, d'autres qui vont être plus autoritaires. Et il y a des approches qui vont être plus planifiées, le beau cercle que je vous ai présenté tantôt. Donc, il y a des municipalités qui vont adopter ce genre d'approche-là, de stratégie-là, et d'autres qui vont y aller de façon très pragmatique. On a un problème, qu'est-ce qu'on fait en gardant toujours en tête le développement durable? Donc, on laisse tomber les grandes planifications, on agit quand on peut, où on peut, là où c'est pertinent. Fait que vous voyez les milliers de possibilités de mise en œuvre du développement durable. Puis à ce moment-là, quand on arrive à choisir nos outils, on réalise que c'est important de se poser ces questions-là. Parce qu'à ce moment-là, l'Agenda 21 puis Natural Step, ce n'est plus la même chose du tout, là. Même s'ils proposent à peu près le même cycle de gestion, qui parle de développement durable les deux, qui s'applique aux municipalités les deux, on voit que l'Agenda 21, il y a vraiment une approche plus humaniste qui passe par les gens, comme c'est le cas ici à Baie-Saint-Paul. Natural Step a une approche beaucoup plus politique, d'accompagnement du politique pour qu'ils intègrent le développement durable dans leur stratégie. La planification territoriale, elle, a une approche beaucoup plus techno-scientifique, surtout quand ça passe par l'urbanisme durable. C'est beaucoup des techniques, des procédés, des technologies, voire qui sont utilisées. Fait que ces outils-là se distinguent. Fait que c'est important de faire les choix les plus éclairés avant de vous lancer dans une démarche. Puis on a souvent hâte de plonger dans l'action quand on se lance dans une démarche de développement durable, mais c'est important de ne pas faire l'économie de ces réflexions-là. Puis ça va nous aider à choisir les outils qui sont les plus pertinents pour chacune des municipalités. Je conclus dans ma moins unième minute, là, parce que je déborde déjà un petit peu. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le développement durable, moi, je suis convaincu que c'est une approche qui est pertinente pour les administrations locales. Le nombre de municipalités qui le fait de façon volontaire, ce que ça apporte comme résultat sur le terrain, quand les gens y croient, quand la volonté politique est là, pour moi, c'est manifeste. Ça démontre que c'est un outil, un instrument pertinent, un cadre de référence pertinent pour les municipalités. Tous les outils que je vous ai présentés ont le potentiel d'orienter la gestion des municipalités, la gestion des territoires vers le développement durable. Il n'y a pas d'outils mauvais en soi, il n'y a pas d'outils excellents en soi. Chacun a leurs forces et leurs faiblesses. Ce qui est important, je crois, c'est que l'outil soit approprié à la culture des collectivités qui vont les utiliser. Donc, puis ça, je pense que c'est un élément clé pour être capable de rejoindre les gens, pour favoriser la communication entre les différentes personnes qui vont mettre en œuvre le développement durable à l'échelle municipale. Donc, il n'existe pas de recette universelle, il n'existe pas d'outils universels. Je vais faire le parallèle avec la menuiserie. Si vous avez un atelier de menuiserie, vous avez un coffre à outils, puis dépendamment de ce que vous voulez faire dans votre garage, dans votre atelier, vous allez choisir les outils, choisir les matériaux appropriés. C'est la même chose à l'échelle municipale, dépendamment de ce que vous avez comme enjeu, ce que vous avez comme besoin, ce que vous avez comme objectif en matière de développement durable, vous allez choisir les outils appropriés. La différence entre la menuiserie puis la municipalité, c'est qu'à l'échelle d'une municipalité, on construit ces démarches-là ensemble. Donc, on va essayer de mobiliser les gens puis les faire participer à cette construction collective-là. Mais avant de tomber dans l'action, je vous invite vraiment, puis c'est mon mot de la fin, à ne pas faire l'économie des réflexions sur les raisons pour lesquelles vous voulez faire du développement durable. C'est quoi vos motivations, c'est quoi vos valeurs intrinsèques, et je pense que c'est ça qui va rallier les gens le plus possible et qui va vous permettre de faire le choix des outils les plus appropriés. Merci beaucoup pour votre attention.